Qu'est-ce que je fous ici? Cette question, pleine de désinvolture, me laisse perplexe. Je me rappelle, il y a 2 semaines, l'air complice et entendu de notre professeur, M. Dercy, quand il nous a pris en aparté à la fin du cours. Inédit et enrichissant. Ce sont les 2 mots qu'il a employés pour nous vendre cet atelier d'écriture. Moi qui étais réticent à l'idée de manquer 2 jours de lycée, j'ai cédé, et je me suis laissé prendre par la main. Enfin, je n'ai pas cédé si facilement. Fin calculateur, je me suis immédiatement dit que ce serait une touche originale sur un CV. J'ai dans l'idée de passer Sciences Po l'année prochaine, et j'ose croire que je pourrais faire valoir cette expérience sur une lettre de motivation. Vous comprenez, dire que l'on a passé 3 jours aux côtés d'un auteur, cela fait son effet. De plus, un auteur pointu, qui a rédigé des ouvrages de nom improbables, tels que La déconfite gigantale ou La migration détruite, j'allais épater à coup sûr le jury de Sciences Po. J'appréhendais alors avec impatience ce fameux mercredi où j'allais découvrir notre écrivain. Naïf et plein d'espoir, je demande à notre homme de plume ce qui le motive à nous rencontrer. La réponse, persifleuse et irrévérencieuse, fuse. L'argent. Désemparé, j'encaisse. Puis, Arnaud Bertina s'apprête à nous faire écrire. Je frétille. J'allais enfin pouvoir montrer de quoi j'étais capable sur le plan littéraire. Mais face à cette question inattendue, qu'est-ce que je fous ici? Je m'affaisse dans mon siège. Je suis assez mitigé sur la question du démantèlement de la jungle de Calais. Oui, il fallait démanteler ce camp de réfugiés, car c'est une bêtise de laisser les migrants tous dans un même endroit, dans des conditions aussi déplorables que celles-ci. Ils ne peuvent vivre dans ces conditions. Leur objectif, lorsqu'ils sont partis de chez eux, était d'avoir une meilleure vie, et ce n'est pas le cas dans la jungle de Calais. Mais peut-être ce démantèlement est-il aussi un problème, puisqu'ils n'ont plus d'endroit où aller, sont séparés de leur famille et de leurs amis. Mais bien sûr que le démantèlement de la jungle de Calais est une bonne chose. Et tous ceux qui disent le contraire ne doivent jamais avoir vu la jungle en question. J'habite à Calais, et je peux vous dire que les conditions dans lesquelles vivent ces personnes sont inhumaines. Tous les jours, je voyais ces pauvres gens, et cela me faisait mal au cœur. Je répondrai ni oui ni non, puisque ce camp n'aurait jamais dû être mis en place. Ce n'est pas à nous de nous occuper de tous ces migrants, enfin, pas à notre gouvernement. Le problème vient de leur pays, donc je pense qu'on doit les renvoyer d'où ils viennent. Je ne voudrais à aucun moment avoir un camp de réfugiés dans ma ville. On nous reproche toujours de provoquer le communautarisme, quand on installe des populations dans des endroits défavorisés. Laisser la jungle de Calais comme elle est, ne pas s'en occuper, ça développerait une nouvelle forme de communautarisme, qui nous porterait préjudice. Et on ne peut pas laisser des populations concentrées dans un endroit aussi défavorable. Qu'est-ce que je fous ici? Pour arriver ici, ma grand-mère a dû prendre un bateau et traverser la Méditerranée. En arrivant ici, elle s'est dit qu'habiter en France, sûrement, ce serait toujours mieux que là-bas, même si elle ne parlait que le kabyle. Pour arriver ici, mon grand-père a dû lui aussi prendre un bateau et traverser l'océan Atlantique. En arrivant ici, il s'est dit que faire son service militaire en métropole, ce serait toujours mieux qu'aux Antilles. Quand bien même, on lui demande toute la journée si, avec cette peau, il est protégé des coups de soleil. Pour le déplacer d'un endroit à un autre, mon père était installé par les policiers à l'arrière de leur voiture. Et quand il était en prison, c'est eux qui le guidaient jusqu'au parloir, qui le surveillaient. Pour arriver ici, j'ai pris le train de Courbevoie jusqu'à Saint-Lazare. Ensuite, j'ai pris la ligne 3 et j'ai marché. En arrivant ici, je me suis dit que j'aurais peut-être dû prendre le RER. Quoi qu'il en soit, je suis ici, car avec un seul changement, c'est bien facile. Les conditions de vie d'autres pays pour voir ce qui se passe autour de nous, déjà, effectivement, ça change la vision du monde. Ça ouvre même sur une vision du monde, que sinon on ne l'aurait pas. Parce qu'une chose est de voir un reportage, une chose est de lire 3 lignes dans la presse, une autre est d'être face à quelqu'un qui a vécu ces choses-là. Et je pense que ça change beaucoup de choses, parce que c'est un être humain comme nous, une incarnation aussi de l'histoire qu'il porte, et qui l'amène vers nous. Et ça, effectivement, ça change profondément le rapport au monde, inévitablement. Et c'est d'ailleurs, je pense, très nécessaire qu'on puisse être confronté à des choses comme celle-là, parce que
clair. Rue de Flandre, 7 heures du matin. Tu ne les vois pas, pourtant ils sont là. Assis de l'autre côté, ils attendent seulement d'être considérés, remarqués, regardés. Regarde devant toi, fixe un point et marche, ne t'arrête pas. Tous les matins, 7 heures, rue de Flandre. Tu ne veux pas les voir, pourtant ils sont toujours là. Tu voudrais bien les aider, mais t'as pas le temps. Tu dois travailler. Peut-être pas le cran non plus. Prisonniers de ta bulle imperméable, leurs plaintes sourdes ne t'atteignent pas. Toi qui es intouchable. Tu la sens pourtant, cette honte. Elle rythme tes pas. Tous les matins, 7 heures, dans la rue de Flandre. Ce qui te choque un matin, c'est cette police, censée protéger ceux venus se réfugier et qui ne fait pourtant que les malmener. Alors, le temps d'un instant, tu te surprends à croiser un regard plein de désespoir. Enfin, tu tends la main. Le lendemain, 7 heures. Tu es déjà en retard, mais tant pis. Cette fois-ci, tu t'arrêtes. Tu aides ces réfugiés de la rue de Flandre. Nous sommes arrivés à la porte de la chapelle. Nous avons pu alors constater que la réalité est bien plus dure que ce que nous pouvions imaginer. Devant nos yeux, des migrants faisaient la queue dans le froid pour prendre leur petit déjeuner, mais des CRS ont vite mis court à cette distribution de repas. À cause d'un incident la nuit précédente, selon la police. Nous étions très hésitants à l'idée même d'approcher les migrants, car ils étaient soumis au stress, à la pénurie, la soif, le manque d'hygiène et le bruit assourdissant qu'on ne peut s'imaginer avant d'être allé sur les lieux. Je dois dire que nous étions apeurés, car c'était difficile pour nous de nous acclimater à une telle situation sans y avoir jamais été confrontés auparavant. Nous avions la boule au ventre, et cette peur qui nous rongeait de l'intérieur ne passait pas inaperçue. Les migrants la ressentaient, ce qui pouvait provoquer une certaine réticence à notre égard. Les secondes semblaient défiler de plus en plus vite, n'agissant point, nous avions l'impression de faire du voyeurisme, dans le sens où nous ne faisions que regarder cette scène effroyable aux portes de Paris. Lassés de la peur et la paresse qui nous envahissaient, nous prîmes notre courage de main et fîmes abstraction de l'environnement qui nous entourait. Nous nous dirigeâmes alors vers un petit groupe de migrants qui, au premier regard, semblaient venir d'Afrique subsaharienne. Nous entamions alors la conversation en anglais, en espérant qu'un migrant fasse de même. Un des deux migrants nous répond alors dans un anglais bien meilleur que le nôtre. Il nous livre qu'il vient de Gambie, en Afrique, que cela fait 2 semaines qu'il est ici. Un moment, je pose une question en français à mon camarade, et les deux migrants réagissent alors d'eux-mêmes en français. Le deuxième migrant nous livre qu'il vient du Cameroun avec une certaine émotion que nous avons ressentie dans sa voix, que cela fait 5 mois qu'il stagne ici, dans la rue, aidé par les bénévoles. Nous les remercions de s'être confiés à nous au cours de diverses questions. Ces deux migrants n'ont ni papier, ni travail, ni perspective d'avenir, et vivent au jour le jour grâce aux différentes associations bénévoles présentes sur place. Nous avons alors ressenti un déblocage au plus profond de nous-mêmes, comme si nous venions de briser des barrières que nous étions nous-mêmes imposées, à cause de la société et des médias, qui ne font qu'influer sur nos pensées à l'aide de divers communiqués ou préjugés sur les gens. Nous étions infiniment heureux d'avoir réussi à établir une relation de confiance avec ces personnes. L'expérience de ces migrants ne nous a pas laissés indifférents. En outre, nous n'avons point les mêmes conditions, ni les mêmes problèmes, ni naviguons dans les mêmes conditions. Et pourtant, la peur qui imprégnait les migrants et qui nous rongeait avait laissé place pendant quelques instants à un bonheur partagé qui circulait en chacun de nous. Nous parlions très simplement, paisiblement, en oubliant totalement nos différences, car après tout, nous sommes tous des êtres humains. Ouais, les meilleurs moments sont ceux que j'ai passés sous ma tente avec en fait une petite dizaine de Soudanais qui avaient accepté de m'accueillir. Je n'étais pas toute seule, j'étais avec 2 ou 3 photographes qui ont passé la nuit également avec moi. Et donc là, il y a eu des moments privilégiés de discussion tard dans la nuit où voilà, on n'est pas juste dans l'heure ou les 2 heures d'entretien habituel, on sort un peu du cadre habituel de l'entretien journalistique où on passe un temps qui est un temps de vie en fait, avec des discussions qui ne vont pas forcément être notées, mais qui sont des expériences partagées très importantes, où s'établit une forme de confiance. Par exemple, ces 12 personnes là, qui m'ont accueilli, j'essaie de les suivre aujourd'hui, on continue de se discuter par WhatsApp, je suis à peu près leur parcours. Il y en a qui sont en France, il y en a en fait certains qui sont arrivés en Belgique, d'autres qui sont aux Pays-Bas.
Et l'un d'entre eux, qui est arrivé à destination, enfin, en tout cas qui était leur destination au départ, qui est le Royaume-Uni. Donc voilà, ça c'est les meilleurs moments, c'est les moments d'échange simples comme on peut avoir avec n'importe qui a une rencontre intéressante et qui fait avancer des deux côtés, quoi. Mon nom? Ils me demandent mon nom? Ils sont trop jeunes pour être de la police. Il s'appelle Moussa. Il a 24 ans et a quitté son pays natal, la Côte d'Ivoire, par bateau. Il a fui le climat de guerre civile qui s'est installé après que Laurent Gbagbo, l'ancien président, a été battu aux élections de 2010. Ces deux lycéens m'intriguent. Ils m'interrogent sur mon périple. Ils me parlent d'un atelier d'écriture. Je veux leur faire confiance et raconter mon histoire. Un regard sur moi, ce n'est pas bien banal. Moussa a dû laisser au pays ses amis et sa famille. Son périple a duré plus d'1 année pendant laquelle il a traversé l'Afrique, la Méditerranée et la France, de Marseille jusqu'au nord de Paris, porte de la Chapelle, où il vit depuis près d'1 mois de l'argent qu'on peut lui donner dans la rue. Mon regard se pose à présent sur le dôme. À l'intérieur, des gens qui ont vécu la même chose que moi sont logés. Il y a 400 places, mais on est peut-être 600 ou 700 tous les soirs à espérer entrer. Moi, je n'ai pas encore cette chance. L'État ne me donne pas de papier et ne m'accorde pas non plus le statut de réfugié. Les procédures sont longues, très longues, trop longues. Moussa connaît le français et malgré son bac, il ne peut prétendre à aucun travail car il lui faut un autre type de papier pour cela et non un diplôme scolaire. La seule manière que j'ai de m'intégrer est de trouver un travail. Je suis prêt à tout accepter Je suis prêt à accepter tout ce qui me permettra de survivre. Moussa et les autres migrants font la queue devant le dôme. Un énième fourgon rempli de CRS fait son apparition à l'autre bout de la rue. Ils nous regardent d'un air menaçant. L'un d'eux descend du fourgon et vient à la rencontre des bénévoles qui nous servent du thé. La main posée sur sa matraque. Le CRS leur a demandé d'aller servir du thé ailleurs. Et alors que les bénévoles installent leur table plus loin, les migrants se mettent à se bousculer pour ne pas perdre leur place dans la file d'attente. La tension monte. Dans un petit village de l'Allemagne du XVIe siècle, vivait un marchand de chevaux qui s'appelait Michael Colas. Michael Colas était un homme des plus honnêtes. Il possédait un sens de la justice aiguisé et une loyauté sans faille. Notre histoire commence lorsque Colas part un jour à l'étranger pour vendre ses plus beaux chevaux lors d'une foire. Après quelques jours de voyage, le marchand arrive au bord de l'Elbe, en pays saxon. Il rencontre alors près d'un grand manoir une barrière qu'il n'a jamais vue auparavant. Le curieux, il demande au gardien pourquoi il y a un péage. Le gardien lui répond que c'est le nouveau seigneur local, le baron von Tronka, qui l'a installé. Colas, bien qu'avec une certaine difficulté, donne l'argent qui lui est réclamé et se met en devoir de partir. Mais voilà qu'on lui réclame en plus un laissez-passer. Agacé par ce contretemps, le marchand demande à parler au baron de Tronka en personne. Il trouve celui-ci à table, riant à des plaisanteries avec des amis. Colas lui expose très sérieusement sa plainte. Mais à entendre le mot chevaux, les gentilshommes fort intéressés se précipitent dans la cour pour admirer les bêtes. Chacun est d'accord pour dire que ce sont les plus beaux du pays. Colas finit par obtenir de continuer son chemin jusqu'à Dresde, où il retirera le laissez-passer, mais il est contraint de laisser en gage 2 belles montures, le temps d'acquérir les papiers nécessaires. Il charge Hers, son valet, de prendre soin des bêtes et quitte le château de Tronka, perplexe. Sur la route, il tâche, malgré de tout, de se persuader qu'avec le nombre d'élevages de chevaux fleurissant aux alentours, de telles mesures ne sont pas impossibles. Quelques jours après la foire, à Dresde, il se rend dans les bureaux de l'administration où on lui apprend que cette histoire de laisser-passer n'est qu'une pure invention. Il retourne alors au château de Tronka pour demander des éclaircissements. Là, il demande à voir son valet, mais apprend avec stupéfaction que ce dernier a été frappé, puis chassé du château de Tronka pour mauvaise conduite. Quand enfin il réclame ses chevaux, on l'amène dans une écurie où il découvre 2 bêtes amaigries, décharnées, la crinière en désordre, le poil hérissé, exhibant leurs os à travers la peau. Ce ne sont pas là les 2 beaux poulains, bien gras et brillants qu'il a laissés. Indigné, Colas souhaite avoir des explications. Le jeune garçon qui l'a guidé jusqu'aux écuries lui explique qu'aucun mal n'a été fait à ses chevaux. On les a juste fait travailler au champ afin qu'ils méritent le fourrage dont on les nourrissait. Colas est pris de colère. De quel droit le baron de Tronka et ses gens se sont servis de mes chevaux sur leur terre? Y a-t-il de
à se conduire ainsi. Alors que le baron revient d'une chasse à court, le portier s'empresse de lui rapporter la situation en dénaturant les faits. Voyez-vous, ce manant, comme si un pareil rustre ne devait pas remercier le ciel que ces roses soient encore en vie, si ce coquin ne veut pas reprendre ses chevaux, qu'il les laisse. Hors de lui, déterminé à ce qu'on lui rende justice, Colas part retrouver sa femme, en espérant trouver chez lui son valet pour entendre son témoignage. Paris, porte de la Chapelle. Les migrants se pressent devant le centre, mais faute de place, ils ne pourront pas entrer. Après avoir assisté à la préparation de la distribution de repas par des bénévoles peu bavards, peut-être méfiants, sûrement trop occupés, nous nous sommes rendus à l'école normale sociale, abritant une association permettant aux migrants d'apprendre le français. La standardiste accepte de nous parler un peu. Et ici, on organise plusieurs fois par semaine des cours de français pour les migrants. Ces cours sont dirigés par des bénévoles, tels que votre professeur il y a quelques années. Nous l'avons assommé de questions. Pour plus de précisions concernant la procédure permettant à un migrant d'obtenir des papiers, elle a interpellé une collègue qui se dirigeait d'un pas pressé vers son bureau. Après nous avoir expliqué la longue et fastidieuse procédure, notre nouvelle interlocutrice nous fit le portrait d'un homme qui avait apparemment marqué sa conscience, ainsi que celle de la standardiste. Ça me rappelle Saïd. Il est arrivé en France il y a une dizaine d'années maintenant. Comme beaucoup d'autres, il est venu ici pour apprendre le français et s'intégrer. Aujourd'hui, toujours pas régularisé et contraint de travailler au black, Saïd est devenu populaire et l'aide de nombreux Parisiens lui permettent de vivre convenablement. On le voit engagé dans cette cause. Il est très souvent porte de la Chapelle à distribuer la soupe populaire aux migrants, ce qui lui rappelle sa désastreuse situation lorsqu'il est arrivé à Paris. Il tient à ce que ces personnes soient aussi bien, voire mieux accueillies que lui il y a 10 ans. Sa longue description ne me fit réagir que l'heure suivante, lorsque nous quittâmes le 18e arrondissement. J'associe alors l'histoire de cet homme engagé aux militants que l'on avait aperçu dans la matinée installer les tables pour servir le café à des migrants épuisés. Comme ses bénévoles, Saïd n'a pas voulu s'en tenir à l'équilibre de vie péniblement construit, mais, à la différence de ses bénévoles, il pourrait tout perdre s'il était arrêté, puisque les gendarmes interpellent parfois ceux qui distribuent les repas. Il serait alors expulsé. Il court ce risque parce que la situation lui semble insupportable. Il veut aider les autres au péril de sa vie en France. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis ici parce que mon père est né dans une famille très pauvre en Égypte. Je suis ici parce qu'il a commencé à tomber dans la délinquance. Je suis ici parce qu'il a pris un coup de couteau et qu'il s'est dit « plus jamais ». Je suis ici parce que mon père a réussi à s'en sortir en Égypte et que son université l'a envoyé en France. Je suis ici parce que mon père a arrêté ses études en France et a décidé de travailler. Je suis ici parce que mon père a dormi quelques jours dans la rue et qu'il s'est dit « plus jamais ». Je suis ici parce que ma mère est venue travailler à Paris après ses études de droit à Nantes. Je suis ici parce que ma mère a décidé d'habiter dans une grande ville après avoir passé sa jeunesse à la rue. Je suis ici parce que mon père était marié avant de rencontrer ma mère. Si cela n'avait pas été le cas, ma mère ne se serait jamais mariée avec mon père, de peur que ça ne soit juste pour les papiers. Je suis ici parce qu'il y a 20 ans, mon père et ma mère se sont rencontrés à l'Institut du monde arabe. Je suis ici parce que ce jour-là, ma mère s'est perdue et que mon père lui a proposé son aide. Et moi, je suis ici par chance. Cher Monsieur Lanvin, depuis une trentaine d'années, je crois que vous êtes commerçant à Brancin. Comme beaucoup de vos clients, j'apprécie votre grande compétence dans le domaine des vins. Mais aujourd'hui, je ne vous écris pas pour prendre conseil sur des grands crus. Bien que vous passiez la plupart de votre temps en retrait dans votre cave, vous n'êtes pas sans connaître la situation de Grande-Synthe aujourd'hui. Depuis un mois désormais, notre ville a pris position en faveur de l'accueil des réfugiés. Le centre humanitaire de Ligna, près du centre-ville, accueille 1400 migrants. Beaucoup viennent de Syrie et d'Afrique subsaharienne. J'ai toujours dénoncé l'horreur de la jungle de Calais, avec ses millions d'hommes décharnés et usés qui vivent à même la boue. La plupart ont entrepris un périple dangereux à travers la Méditerranée, et je ne peux me résigner à les laisser dépérir dans un camp misérable.
J'ai ainsi lancé la construction d'un centre d'accueil en béton pour offrir à ces voyageurs du destin des conditions de vie dignes. J'ai pu compter sur le soutien de Médecins sans frontières et de plusieurs bénévoles de la région. Mais j'ai la conviction que nous devons, nous aussi, leur tendre la main. Grande-Synthe s'est construit dans les années 60 pour les besoins de l'industrie. Les immigrés espagnols, maghrébins et polonais ont apporté leur pierre à l'édifice. À nous de rendre aujourd'hui hommage à l'immigration en épaulant les réfugiés. J'en viens à ma requête. J'ai toujours perçu votre réticence envers ces étrangers, mais vous restez tout de même le vieux loup de notre région. C'est pourquoi je vous sollicite pour accepter nos hôtes dans la dignité. Avec la même ardeur que quand vous choisissez vos vins, vous pourriez participer au repas gratuit que nous leur offrions parfois. Nous vous espérons aussi lors des échanges culturels qui auront lieu dans le camp. Nos amis les réfugiés ont besoin d'une bienveillance collective pour se poser et appréhender leurs futurs projets. J'espère grandement que vous consentirez à vous joindre à l'équipe bénévole. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus fraternels. Damien Carême, maire de Grande-Synthe. Depuis que j'ai reçu cette lettre du maire, je ne fais qu'y penser. Entre l'évocation de ma passion pour les vins et son gentil euphémisme pour décrire mon caractère revêche, pas de doute, cette lettre est très personnalisée. Après tout, je n'ai jamais vraiment parlé à ce type. Ça ne me déplaît pas de le voir flâner de temps à autre dans ma cave avec son air débonnaire. Je suis cependant étonné qu'il me sollicite si chaudement dans cette lettre, alors que je n'ai jamais essayé d'être liant avec les nouveaux arrivants. Il n'a pas compris que mon amabilité n'était que commerciale. Et encore, je reconnais que ça met même mal à l'aise cette cohabitation. Alors qu'on était peinards dans notre bourgade sans ne rien demander à personne, voilà qu'une horde de migrants débarque et s'installe à même les rues du centre-ville. Je sens bien que je ne peux m'empêcher d'être hostile à leur égard. D'ailleurs, le maire lui-même évoque ma réticence. C'est peut-être dû à un sentiment de patriotisme transmis de père en fils, une profonde misanthropie, ou je ne sais pas, tout simplement la peur. Mais rendez-vous compte, notre petite commune de Grande-Synthe, ancrée dans la tradition française, se retrouve confrontée subitement à une culture entièrement différente. Je ne sais pas si je parviendrai à transmettre l'amour de nos traditions à ces étrangers. Aiment-ils vraiment notre pays? Ne nous voilons pas la face. Les migrants ne viennent pas pour les beaux yeux de la province nordique. Et puis en quoi un caviste pourrait se montrer utile? La plupart ne boivent même pas de vin pour des raisons religieuses. Quel intérêt pourrait-il avoir pour mes spiritueux alors qu'ils manquent de l'essentiel, ayant traversé le monde avec dans tout et pour tout une couverture? Je pense fondamentalement que cette misère ne nous apportera rien de bon. Comment des hommes et des femmes, parqués dans des conditions malgré tout précaires, pourraient-ils nous apprécier? Ils envieront notre confort, chercheront à nous éviter dans le meilleur des cas, puis ils voudront nous voler, voire au pire, nous attaquer. Et qui nous assure qu'il n'y a pas un terroriste au milieu d'eux? Je pense que M. Carême est un idéaliste. Voilà tout. Il nous entraîne à la catastrophe en plaçant un tel danger à nos portes. Moi, je suis comme Diogène. Je préfère rester tranquillou dans mon tonneau. Et si monsieur le maire passe par là, je lui dirai, sans me démonter, comme Diogène a d'ailleurs osé le faire à l'empereur Alexandre, au toit de mon soleil. Cher docteur Buffon, en tant que maire de Grande-Synthe, je me dois d'informer les habitants de ce qui est en train de se mettre en place dans la ville. Vous n'êtes sans doute pas sans connaître l'existence du camp de la Lumière, qui accueille depuis un mois environ 1400 réfugiés. Ce sont majoritairement des Syriens, des Kurdes, des Irakiens et d'autres réfugiés d'Afrique subsaharienne de tous âges. Ces personnes ont fait un immense voyage à travers la Méditerranée et l'Europe, qui a duré pour la plupart de longs mois. En tant qu'habitants de cette petite ville, nous ne pouvons pas ressentir tout ce que ces hommes, femmes et enfants ont vécu. Mais nous ne faisons pas durer leur misère plus longtemps et ne suivons pas l'exemple de la jungle de Calais. Nous sommes des êtres humains, dotés d'une grande compassion, sur qui nous pouvons compter pour aider nos semblables. C'est en cela que consiste ma lettre aujourd'hui. En effet, avant d'avoir vécu des mois et des mois dans la peur, le doute et l'insécurité, beaucoup de réfugiés du centre m'ont montré des cas d'insomnie récurrents.
Nous avions pensé que cela ne durait que les premières nuits et qu'après les avoir mis en confiance, ils arriveraient à s'apaiser. Or, cela n'a pas été le cas pour tous et cela commence à devenir problématique chez certaines personnes pour qui on craint une dégradation de leur état de santé. Le docteur Azowski de l'association des médecins de Grande-Synthe m'a tout de suite parlé de vous quand je lui ai dit que je cherchais des médecins ou psychologues bénévoles pour régler les problèmes d'insomnie à la Linière. Tous les médecins de Médecins sans frontières sont constamment débordés et il me semble que vous êtes un médecin respectable et de renommée qui sont nos habitants depuis déjà 15 ans. Si vous le consentez, l'équipe des médecins bénévoles de la Linière serait très heureuse de vous accueillir au plus vite. Veuillez agréer, madame, l'expression de nos salutations distinguées. Damien Carême, maire de Grande-Synthe. Une lettre de monsieur le maire en personne. Ça m'étonne. Je ne pensais pas qu'il pourrait écrire une lettre individuelle pour essayer d'engager des bénévoles. Combien de lettres est-ce qu'il a bien pu écrire? Mais cette requête me laisse pensive. C'est vrai que depuis le début de la mise en place du camp, je ne me suis pas beaucoup investie. Je ne faisais que me poser des questions sur les conséquences du centre sur la ville. Je n'arrivais pas à me faire un avis dessus. Et je n'ai pas pris de parti tout de suite. Depuis une dizaine d'années, je me laisse submerger par mon travail de médecin généraliste, de 9h du soir à pas d'heure le soir. Je n'ai même pas pris le temps de me détacher de mes occupations pour aider à la construction du camp, alors que la moitié de la ville y a contribué. J'aurais dû, dès le début, arrêter mes consultations plus tôt pour me laisser du temps à employer au service de quelque chose qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, ces réfugiés par milliers me tiennent à cœur. C'est fou comme de nos jours, on peut se laisser envahir par le travail, au point d'en oublier nos devoirs humains. Mais aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire de mon savoir médical une aide pour des personnes qui en ont réellement besoin. Après cette lettre, je ne peux pas rester dans mon cabinet à enchaîner les consultations. J'irai bien faire un tour au bureau des bénévoles de la Linière demain soir. Il vaut mieux tard que jamais. Arrivé au domaine, après avoir embrassé sa femme fidèle et donné un baiser à ses enfants, il demande des nouvelles de Hers. Il apprend que le pauvre est rentré depuis 15 jours, dans un état lamentable, roué de coups, tant et si bien qu'il en avait la respiration coupée. Quel spectacle indigne de voir un homme si dévoué aussi maltraité. Colas, indigné, demande qu'on le fasse venir. Il ne peut se résigner à jeter le tort sur son valet. Il avait toujours été sincère et fidèle. Quand le valet entre en claudiquant, le marchand de chevaux le toise. Le maître cède vite à l'émotion. « Mais qu'est-ce qui t'a valu d'être chassé de Troncombourg ?» Hers lui confie qu'il ne voulait pas laisser de si beaux chevaux s'abîmer au travail des champs, qu'on les a même déplacés dans une étable à cochons. Le cœur de Colas se gonfle. Il commence à saisir pourquoi les gens du château se sont débarrassés de Hers, devenu trop gênant. Il décide dès lors de demander réparation auprès des instances compétentes, qu'on lui rende ses chevaux dans l'état dans lequel il les a laissés en gage, et que Tronca dédommage le pauvre Hers. Confiant, Colas dépose une première plainte. Mais bien des semaines après être resté sans nouvelles, il s'entend dire par son avocat qu'il doit renoncer à obtenir réparation dans cette affaire et ne plus compter sur sa défense. Notre homme décide d'en informer un magistrat supérieur. Le dossier s'égare et ne lui parvient pas. Des menaces se font entendre, que Colas vienne chercher ses chevaux et renonce à toute poursuite. Quelle imprudence de faire tant de bruit pour une si mince affaire, un honte événement à vrai dire. Est-il possible qu'un homme honnête se trouve si démuni face à l'injustice? Colas commence à méditer de sombres projets. Dans un dernier élan, il décide d'aller déposer sa plainte lui-même auprès du souverain et, mu par de funestes pressentiments, demande à sa femme de partir s'installer chez sa tante. L'épouse dévouée refuse et convainc son mari de la laisser se présenter à la cour. Une femme approchera plus facilement le souverain que ne le ferait un homme. Colas la laissa partir. Mais Lisbeth échoue. Elle est ramenée chez elle blessée d'un coup de bois de lance reçu en pleine poitrine par l'un des gardes entourant le souverain. Avant de mourir, Lisbeth reçoit d'un pasteur luthérien la lecture de la Bible. Elle profite alors de l'occasion pour rappeler à son mari le passage suivant, avant de rendre son dernier souffle. « Pardonne à tes ennemis, fais le bien, même à ceux qui te haïssent. » Fou de rage, Colas décide de se faire justice lui-même.
Puisse Dieu ne jamais me pardonner comme je pardonne au baron. Dès lors, le bourgeois qu'il était, si confiant dans la loi, devient une force vengeresse implacable. Il vend tous ses biens et recrute des mercenaires, attaque la nuit la forteresse de Tronca. Le château est rasé, les serviteurs exterminés, mais le baron lui échappe. Chère Madame Paulette Richard, en tant que maire de Grande-Synthe, je me dois de vous informer de l'avancée de la construction du camp de la Linière, qui accueille aujourd'hui près de 1400 réfugiés, pour la plupart syriens, irakiens, kurdes et d'Afrique subsaharienne. Mais je sais que je peux compter sur vous quant à l'aide que vous pouvez apporter, puisque j'ai déjà pu voir à quel point vous êtes investi comme bénévole lors de la soupe populaire. Également, l'association Le Réchaud m'a fait part de votre dévouement à l'égard des réfugiés. Chaque jour, des centaines de familles ont besoin qu'on les assiste. Je m'adresse à vous, car des aides supplémentaires sont entendues à bras ouverts. Nous, qui vivons dans le confort, nous devons de les aider. De plus, je sais que je peux compter sur vous pour apprendre aux réfugiés le français. Nombre d'entre eux, quittant l'Afrique pour la France, arrivent désorientés après un si long voyage. Prendre racine dans ce pays, en apprenant notre langue, faciliterait en effet leur intégration. C'est pourquoi je m'adresse à vous, professeur de français. Notamment, je voudrais vous proposer le projet d'une école pour réfugiés qui aurait pour but de leur permettre un minimum d'autonomie langagière. Conscient de l'investissement dont vous faites déjà part comme bénévole, veuillez agréer, madame, l'expression de mes salutations distinguées. Damien Carême, maire de Grande-Synthe. Importante. C'est comme ça, Franck, voilà, que je me suis sentie quand j'ai reçu cette lettre. Quand je vois mardi matin l'enveloppe dans ma boîte aux lettres, je me demande qui peut bien m'écrire. Je suis intriguée quand je vois le sceau de la mairie de Grande-Synthe ressortir sur le papier blanc. Je le suis encore plus lorsque je découvre que c'est monsieur le maire qui m'écrit. Comme je l'ai dit, quand je découvre que Damien Carême sollicite mon aide pour faciliter l'intégration des migrants en France, et plus précisément dans notre ville, dans le camp de la Linière, je sens qu'il est temps, plus que jamais, de prouver l'importance de ce que je peux donner. Car il est important, en tant que citoyen français, en tant que citoyen du monde, de faire part de son intérêt pour la cause de ses semblables. Parce que oui, bien que tous très différents, à travers nos origines, à travers nos conditions de vie, nous sommes malgré tout identiques. Nous avons tous un cœur qui bat, un même cœur qui bat sous notre peau unique, un cœur qui doit se battre contre les inégalités. Je sais, tu me diras, à part montrer mon intérêt, qu'est-ce que je ferai? À part donner de l'argent, qu'est-ce que je ferai? À part enseigner le français, qu'est-ce que je ferai? À part distribuer de la soupe, qu'est-ce que je ferai? À part apporter des couvertures, à part sauver des dizaines de familles de la faim, qu'est-ce que je ferai? À part subvenir aux besoins de plus en plus de réfugiés, qu'est-ce que je ferai? À part offrir à des hommes, à des femmes, à des enfants, l'opportunité de continuer leur vie, qui a failli être détruite par la guerre et la misère, qu'est-ce que je ferai? Tu vois, Franck, je me suis sentie importante lorsque j'ai reçu la lettre. Mais maintenant que je l'ai finie, je sais que je ne suis pas importante. J'ai simplement la chance de pouvoir aider. Et bien voilà, j'espère pouvoir en reparler avec toi quand on se reverra. Je t'embrasse, Paulette. Vous comptez éventuellement accéder à un poste, je ne sais pas, de député ou enfin pour de pas plus d'être. D'accord. Oh oui. Vous voulez rester proche du terrain, quoi. Ah oui, ça c'est... Un jour, un migrant que j'ai été interviewé dans le cadre d'une interview m'a confié le récit extraordinaire de sa vie.
un récit rempli de parcours, d'aventures et de tragédies. Ce migrant, comme chacun d'entre nous, comme chaque autre migrant, est confronté à la question de l'État. Ce même migrant, contrairement à nous, est confronté à une certaine violence de l'État. D'une certaine manière, ce sont sur ces personnes que l'on qualifie de migrants ou encore d'immigrés que l'on observe l'effet parfois violent de l'État. C'est comme une sorte de carrefour entre les parcours individuels des migrants et une politique publique menée par l'État. Ce qui m'a paru perturbant, ce n'est pas les migrants ou la rencontre avec les migrants, mais plutôt la manière dont l'État peut agir par rapport à eux. C'est le cas avec le choix de l'État de procéder à un démantèlement, celui du camp de Calais, qui pour beaucoup peut paraître comme une bonne action, mais qui est ressenti d'une manière bien plus violente par les migrants eux-mêmes, du fait de les éparpiller dans toutes les villes de France. Certains sont parfois mal accueillis par les populations avoisinantes, la ville ou le village où ils ont été envoyés. D'autres seront perdus, perdant tout repère avec le monde dans lequel ils vivaient autrefois. Ces migrants, qui avaient créé des liens avec d'autres migrants, provenant du même pays d'origine, parlant la même langue, se retrouvent coupés de leurs racines alors qu'ils l'étaient déjà de leur famille. Lorsque je me suis déplacé à la porte de la chapelle pour rencontrer les migrants de mon propre chef, j'ai pu constater de mes propres yeux cette violence de l'État envers les migrants. C'est en se plaçant du point de vue d'un migrant que l'on peut constater la réelle souffrance que celui-ci, qui est déplacé de ville en ville, peut ressentir. Des Français et des Françaises se dressent contre ça. Comment ne pas les comprendre ? Colas poursuit Tronca, bien décidé à faire payer le mal commis à l'individu qui a bafoué les lois et traîné dans la boue la justice en jouant de ses relations personnelles. Colas et ses hommes remportent plusieurs succès inattendus contre les forces de l'État. Partout, ils se proclament justiciers de Dieu contre les privilèges et les manigances des nobles. Il arme des paysans et gagne la faveur du peuple qui n'aspire qu'à lui livrer Tronca. L'État tremble. Pour le neutraliser, le prince demande l'aide de Luther. Colas s'arrange pour rencontrer le prédicateur qui lui assure que Dieu ne peut accepter tant de violence. Quand bien même Colas a été le premier victime dans cette affaire et que sa demande de réparation est juste. Pris de remords, le guerrier consent à se rendre au prince en échange d'une amnistie et d'un procès équitable. Il obtient cette promesse et rend les armes. Colas et le prince comprennent que la plainte initiale n'est jamais arrivée à destination. Dans un premier temps, tout semble favorable à Colas, qui devrait obtenir du baron qu'il veille lui-même à rétablir la bonne santé de ses chevaux en les soignant dans l'écurie. Mais les membres du clan Tronca, proches conseillers du prince et hauts magistrats, n'entendent pas voir leur nom ainsi entaché, leur famille ainsi humiliée. À force d'intrigues, ils obtiennent le procès de Colas, finalement condamné à mort pour sédition. Pourtant, les responsabilités des Tronca qui ont mis en danger l'État et n'ont agi qu'au nom de leur intérêt personnel est condamné. Le baron est emprisonné, les autres démis de leurs fonctions. Colas se réjouit en apprenant cette nouvelle et tend le cou au bourreau, au son des gémissements du peuple. Voyez dans cette affaire l'homme épris de justice, trahi par un système corrompu, contraint à se faire justice et devenu hors la loi. Mais demandez-vous en votre fort intérieur et répondez en toute sincérité. Dans cette histoire, qui fut le plus grand criminel ? Le voyage de Bayonne à Picardie. 4 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé si tôt. Pourtant, j'ai rendez-vous avec les filles à 7 heures. Bon, ce n'est pas grave, je vais en profiter pour vérifier ma valise. 7 heures. Je suis là, sur la place de mon petit village sur la plage de mon petit village, à côté de Bayonne. Tout le monde est présent, sauf Valérie, comme d'habitude. Isabelle commence à dire qu'elle va nous mettre en retard. Valérie arrive enfin, nous sommes maintenant au complet. Tout le village a participé à l'achat de nos billets de train, pour qu'on puisse rendre visite à nos amis dans un CADA en Picardie. On arrive enfin à la gare. Il était temps, car le train arrive dans 30 minutes. 8 heures, le train arrive. On se précipite toutes les 5 à l'intérieur avant que les portes ne se ferment. 10 heures. Il nous reste 3 heures de train avant d'arriver à Paris. Marie, qui était la seule à y être déjà allée, commence à nous faire stresser en nous racontant comment elle s'était perdue à cause de la foule. 11h30. Le conducteur du train annonce qu'il y aura 15 minutes de retard.
J'espère pas plus, parce que notre prochain train est à 15h30 au départ de Gare du Nord. On arrête notre partie de cartes pour une petite pause déjeuner. Cela faisait un certain temps que je n'avais pas mangé de sandwich. 13h20. On est arrivé à la gare Montparnasse, après avoir passé plus de 5 heures dans ce train. Isabelle a dormi pendant tout le trajet. J'espère qu'elle est en forme. Marie, qui veut faire la guide, nous a amenés à l'extérieur de la gare. On se promène un peu aux alentours et je dois dire que je trouve Paris plutôt beau et avec un certain charme. Je n'avais jamais vu autant de cafés de ma vie, ni même de pigeons. On décide tout de même de rentrer dans la gare car nous devons prendre le métro 4 pour aller vers la gare du Nord. 14h30. Cela doit faire une demi-heure que nous sommes dans ce métro. J'ai rarement vu autant de monde. On se serre toutes les 5 en tenant nos valises fermement. Je me dis que ce n'est qu'un dur moment à passer et je pense à ma joie immense quand je vais enfin retrouver Sarah, Karim, Momo et tous les autres. 15h. On est arrivé à la gare du Nord. Là, c'était certain, je n'avais jamais vu autant de monde de ma vie. Cette gare me paraît encore plus immense que la précédente. Delphine commence à s'inquiéter car la voie de notre train n'est toujours pas affichée alors qu'il part dans 30 minutes. Enfin, voie 5 apparaît à côté de TGV Haute-Picardie. On se fait pousser et bousculer de toutes parts, les gens vont et viennent dans toutes les directions, c'est horrible. 17h45. Oula, je viens de me réveiller, heureusement, parce que Isabelle est la seule debout et qu'elle aurait été capable de rater notre arrêt. 19h. On est toutes extrêmement fatiguées. Le chauffeur du taxi était très désagréable. Ne sachant pas pourquoi, 5 femmes du Sud avaient traversé toute la France pour aller dans un CADA en Picardie. De plus, il fait extrêmement froid. Le CADA me semble fermé. On est là, devant, à attendre, la porte est fermée. Je me dis qu'on a fait tout ce chemin pour rien, qu'ils ont dû être mis ailleurs, comme une vulgaire marchandise qu'on transporte de part en part, en camion, train, avion, ou avec une vulgaire barque. C'est comme ça que les gens voient nos amis. Ces amis certes différents, mais qui ont fait partie de nos vies pendant près d'1 an, qui ont partagé tous ces repas, toute leur culture, toute leur musique, tout leur savoir avec nous, et que nous avons adopté jusqu'à oublier leurs différences, quelles qu'elles soient. Alors que Marie commence à pleurer, une fenêtre s'ouvre et la tête d'un jeune homme noir d'une vingtaine d'années apparaît. « Mais c'est Mohamed !» s'écrie Isabelle en pleurant de joie. Momo nous sourit, de son sourire si vrai et si beau. 19h30. Ils sont tous là autour de nous. On leur raconte notre voyage pour venir jusqu'ici et ils nous racontent le leur. Je suis tellement heureuse et soulagée de les voir tous sains et saufs. Isabelle ne finit plus de pleurer. Je sais maintenant que nos vies sont attachées à la leur. Ils ont été la rencontre les plus incroyables de ma vie. Il est vrai qu'il y a 5 ans, je n'aurais jamais pensé me retrouver ici dans un CADA en compagnie de 5 Syriens, 2 Nigériens, 1 Sénégalais et 3 Libyens. Pourtant aujourd'hui, ils font tous partie de ma famille. Ce qui était très très beau, en réalité, les gens qui sont arrivés, c'était pas catholiques, mais la plupart musulmans, à part peut-être 2 ou 3 qui étaient catholiques. Mais le soir du 24 décembre, il y a la messe de minuit. Et en fait, au Pays Basque, qu'on soit croyant ou pas croyant, on est de culture catholique. Et les gens vont à la messe de minuit, même à 20 ans, en fait, c'est comme ça. Voilà. La messe de minuit, c'est un moment important, on va dire rituel. Ça, c'est ça, c'est un rite, c'est un rituel, c'est la vie ensemble. Et en fait, ils ont très naturellement invité les jeunes migrants à la messe. Ne sachant pas s'ils viendraient, c'était pas grave s'ils ne venaient pas. Mais en tout cas, ils savaient qu'ils pouvaient venir. Et quelques-uns sont venus, pas tous évidemment, mais quelques-uns sont venus. Et quand ils sont arrivés dans la messe, avec un petit peu commencé, le curé s'est tu. Et les jeunes qui étaient devant à l'église se sont retournés et leur ont fait ce qu'on appelle au Pays Basque l'Aureshku, c'est-à-dire la danse de bienvenue. Et ça, c'est quelque chose de super émouvant, parce que c'est une danse qui est très très simple, mais qui est très belle. Enfin, quand on les voit danser, on a l'impression que leurs pieds sont dans les airs, là. Et c'est sur place, en fait. Tu danses sur place, c'est juste en hauteur, quoi. Et en fait, c'est une danse qui dit « je t'accueille, tu es chez toi ». Et ça a été un moment extrêmement fort. Alors ça, c'est pas non plus un travail, mais voilà en quoi, voilà comment ça a pu être, ça a pu se manifester.
qu'est-ce que je fous ici? Quand je rentre chez moi pour manger une part de pizza, d'autres se battent pour survivre et retrouver des droits. Quand je rentre chez moi pour entamer ma seconde part de pizza, d'autres manifestent pour avoir leur papier. Quand je rentre chez moi pour finir ma pizza, d'autres perdent leurs proches dans je ne sais quelle embrouille opposant deux groupes de réfugiés. On m'a proposé de venir ici pour travailler sur le démantèlement du camp de Calais et ce qui est arrivé aux réfugiés qu'on a fait monter dans des bus. Je suis ici et j'entends parler de gens dont le sang est aussi rouge que le mien, mais dont la vie n'est en rien similaire à la mienne. Maintenant, je sais cela. J'étais dans ma chambre avec ma console et mon coca, mais sans être ici, pleinement ici. Le présent ne résonnait pas dans ma chambre. Maintenant, j'essaie d'être ici. Je m'accroche pour construire un monde dans lequel je vivrai demain. Juste un petit mot pour vous dire comment tout ça s'est bricolé. Et avant ça, les féliciter parce qu'on a passé que 4 jours ensemble la semaine dernière, enfin 3 jours même, plus cet après-midi. Donc c'est un temps très très court pour arriver à la fois à se documenter, à écrire et puis ensuite à inventer cette espèce de passage de parole, de petite mise en scène minimale. Donc je voudrais d'abord les féliciter parce que comme les élèves de l'année dernière du même lycée, en fait, ils ont dès le début été très très volontaires et moi je trouve ça magnifique en fait quand on voit comme ça l'énergie qui circule, les envies, la curiosité. Donc vraiment bravo à vous, c'est super de vous être donné comme ça. D'autant plus qu'en fait je les ai pris un petit peu à brousse-poil à certains moments, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de s'inscrire à un atelier d'écriture et dès le deuxième jour en fait ils prévoyaient de leur propre initiative, hein, c'est pas moi qui leur en ai parlé, d'aller porte de la Chapelle, d'aller à tel endroit, de faire un micro-trottoir. Des choses qui sont pas si faciles que ça, voilà, ne serait-ce qu'aller comme ça parler sur le parvis de Beaubourg à des gens pour leur poser des questions, avoir le culot de le faire, c'est pas si évident que ça, et vraiment j'ai pas eu à les forcer, ça a été d'abord leur initiative, leur idée, et donc c'est très bien d'être capable de s'adapter à ce point-là, de comprendre que la littérature c'est pas juste faire des belles phrases à un bureau, mais que des fois c'est peut-être aller au contact du réel et puis comprendre ce qu'on a à en tirer pour justement faire évoluer la vision qu'on a du monde, des rapports entre les gens, etc. Donc vraiment ça c'est venu d'eux, j'ai pas eu à les pousser pour ça et voilà, je trouve ça vraiment admirable. Mais en fait, je voudrais aussi voilà, dire un petit mot en direction, même si c'est pas prévu et qu'ils vont pas aimer ça, mais en direction de leurs professeurs, parce que évidemment pour moi c'est très facile, je me trouve tout d'un coup devant un groupe d'élèves qui en fait sont déjà préparés à ça, c'est-à-dire ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient trouver au sein de l'atelier, mais évidemment que cette disposition, cette curiosité dont ils ont fait preuve, évidemment qu'elle vient de plus loin, elle ne vient pas de moi, c'est pas moi qui ai réussi à susciter ça chez eux, et que voilà, tout ça, ça vient de l'école. Et moi ce que je trouve admirable dans cette histoire-là, c'est que l'école, un établissement public, un lycée, même pas la fac, mais déjà un lycée, puisse justement organiser les enseignements de manière à faire de la place à quelque chose qui déborde complètement le cadre scolaire, qui est une façon en fait, à partir du moment où on cherche à créer la curiosité chez les élèves, de la mettre immédiatement en pratique, de ne pas attendre que ce soit pour après les études, que ce soit pour leur vie d'adulte ou d'électeur ou je sais pas quoi, mais c'est de faire que déjà dans le temps du lycée, il puisse y avoir ce regard-là. Et je vous assure, on a entre le tout premier texte que je leur ai proposé d'écrire, et ils le savent parce que je leur ai dit, en fait, on a commencé l'atelier par cette question-là, qu'est-ce que je fous ici? En dehors d'un texte, tous les autres étaient un peu légers, un peu décalés, un peu je sais pas quoi. Et on en a parlé, on a surtout reçu une documentariste, Valérie Ozouf, qui en l'espace d'1 heure, je pense,
je ne sais pas comment dire, mais ce serait peut-être à vous justement de le verbaliser. La rencontre avec Valérie a été très très intense, très rapide. Elle vous a dit beaucoup de choses dans l'espace d'une heure. Et donc après, je me suis dit, tiens, je vais leur reposer la même question, qu'est-ce que je fous ici? Et là, tous les textes étaient super. Et donc il y avait voilà, une espèce de maturité qui pouvait se gagner comme ça en très très peu de temps, dès qu'on est face à des gens un peu incandescents, comme c'est le cas pour Valérie. Et l'autre moment très beau aussi, ça a été, vous en avez eu des traces puisqu'il y a eu ces enregistrements audio des conversations. Et pour moi, c'était très beau parce que en fait, il y avait 4 groupes différents dans la Maison de la Poésie. Chacun s'était mis un peu à l'écart pour ne pas être parasité par les autres conversations. Et tout le monde était sur haut-parleur, de manière à ce qu'on puisse enregistrer. Et j'entendais toutes ces voix de gens qui sont des amis, que je sais impliquer comme ça sur cette question-là. Et je les entendais leur parler, puis je les voyais eux tous très très à l'écoute. Et c'était très très beau d'entendre toutes ces voix qui résonnaient et qui essayaient de parler justement d'autres vies, de vies beaucoup plus compliquées, beaucoup plus douloureuses, etc. Donc pour moi, ces moments-là, c'est des moments vraiment magiques, c'est-à-dire ça suppose beaucoup de travail, ça suppose de se donner autant qu'eux se sont donnés. Mais qu'est-ce que c'est beau d'arriver à comme ça, je pense, j'espère, à faire sentir que la littérature c'est d'abord une affaire d'énergie et de curiosité pour le monde et pour la vie des autres, et non pas une espèce d'activité culturelle noble et détachée de tout. Donc moi j'ai l'impression dans ces moments-là de savoir encore mieux pourquoi j'aime lire, de savoir encore mieux pourquoi j'aime écrire. Donc merci à vous de me redonner ça chaque année. En direction de la Maison de la Poésie, aussi bien pour la technique, Alain, qui à chaque fois je l'ai dit tout à l'heure, mais contrairement à certaines personnes en charge de la technique, Alain est capable de s'adapter, de comprendre que là, en même temps qu'il faisait ses réglages, nous on avait besoin d'être là, et il nous fait vraiment toute la place qu'il peut nous faire, et donc ça c'est vraiment super. Mais aussi ensuite pour Maëlys et Geneviève qui sont des partenaires vraiment en or. À la fois elles nous facilitent le travail et puis en même temps la preuve elles sont là toutes les deux, ce qui n'est pas toujours le cas, qui ont un vrai intérêt pour ce qui se passe dans ces ateliers. Donc vraiment merci d'avoir des lieux comme ça où on peut faire les choses aussi facilement, c'est vraiment excessivement précieux. Une toute dernière petite chose, juste pour que les choses soient claires, tout le monde n'a pas lu obligatoirement ce qu'il avait écrit. Par exemple, tout à l'heure, quand on entendait Juliette lire les textes de Damien Carême, alors ce sont de fausses lettres, alors que vous avez entendu la voix du vrai Damien Carême ensuite, qui est le maire de Grande-Sainte à côté de Dunkerque. Ce sont évidemment des lettres qui ont été écrites par les 3 personnes qui ensuite donnaient leur réaction. Enfin bref, donc ça ne correspondait pas exactement à qui avait écrit quoi. Et puis Juliette, puisque Juliette elle a un talent incroyable, elle est intervenue. Ce qui est très beau aussi dans les ateliers, c'est de tout d'un coup de ne pas demander à tout prix à Juliette d'écrire, puisque son talent il s'exprime autrement, et donc elle a trouvé comment se faufiler tout de suite, et elle a fait ses propositions, et voilà, et comme ça tout d'un coup ça vit aussi dans d'autres directions que simplement l'écriture et le document. Donc voilà, encore une fois bravo, merci. Merci beaucoup. Juste aussi pour rajouter au remerciement quelque chose qui nous tient très très à cœur, nous, à la Maison de la Poésie, c'est de vous dire merci à vous les parents, parce qu'en venant, les parents, les amis, en venant, vous nous soutenez. Vous soutenez ce que fait Arnaud en tant qu'écrivain, ce que fait Benoît en tant qu'enseignant éducation nationale, ce que nous on fait en tant que structure culturelle. C'est extrêmement important que vous soyez là, parce que vous soutenez, vous dites que c'est important que nous soyons ensemble pour faire tout ce que ces jeunes ont fait. Vraiment, merci du fond du cœur, c'est très important. Très très important. Maëlys, avec qui je travaille et sans qui tout ça ne se serait pas fait non plus, me dit donc, oui, on va aller prendre un petit verre de l'autre côté à la bibliothèque. Alors on fait ça d'une manière extrêmement simple, donc ne vous inquiétez pas, on va monter, descendre, on va aller chercher des verres, on va ouvrir des bouteilles, voilà, amicalement et d'une manière très, très, très familiale.
Mais restez avec nous un peu, comme ça on va pouvoir reparler de plein de choses. Merci à vous tous. Merci à vous. En tout cas, c'est magnifique. Et une dernière précision par curiosité, ce que lisait Mélissa, donc c'est le résumé, mais fait par l'équipe. C'est le résumé de Michael Colas, donc qui est un court roman de Kleist, un roman qui date de 1810 ou 20. Il y a un film aussi. Oui, d'Arnaud Despaliers. Un film magnifique. Oui, il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Et bon, après, les raisons pour lesquelles on a voulu insérer le résumé de ce roman, je pense que j'ai pas besoin de les donner. Elles deviennent au fil de la lecture, elles deviennent évidentes. Mais voilà, c'est aussi un résumé qui a été fait par. Voilà. Et merci à vous aussi. Merci.